Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui suivent la chaîne le plus assidûment, vous l'avez vu la semaine dernière dans Parole d'un investisseur, j'ai eu l'honneur de pouvoir interviewer Alexis qui nous a partagé son parcours d'investisseur immobilier et notamment toutes les erreurs qu'il a pu faire dans le développement de son patrimoine immobilier et qui malgré tout cela finalement ne l'a pas empêché de persévérer, de continuer à développer ses investissements et à gagner de l'argent. Je me suis donc dit que ça pourrait être intéressant de vous partager les 10 erreurs les plus fréquentes que j'ai retrouvées dans le patrimoine des personnes que j'ai pu accompagner sur la validation de leur stratégie d'investissement, mais également sur la mise en place de leur futur projet immobilier. Je vous retrouve juste après l'introduction pour partager ce top 10. À tout de suite. Alors, 10e erreur, première erreur que je retrouve et que je vous partage, c'est l'erreur tout simplement de choisir le mauvais locataire. En effet, choisir le mauvais locataire, avoir des impayés, vivre des dégradations, c'est ce qui freine énormément de personnes dans leurs investissements immobiliers. Et c'est vrai que souvent, quand on a envie de passer à l'action, qu'on a envie de mettre en place un premier projet immobilier, eh bien on a souvent ce frein, de se dire, de toute façon, je vais tomber sur le mauvais locataire, j'aurai des problèmes, ou tout simplement, j'ai déjà mis en place un projet et je veux plus entendre parler de l'immobilier parce que j'ai eu des problèmes avec mes locataires. Et je peux vous le dire, sincèrement, ça fait 7 ans que j'investis, ça fait 5 ans que je réalise des accompagnements. J'ai rencontré plus de 250 locataires sur toute ma jeune carrière et je peux vous le dire sincèrement, déjà premièrement, le mauvais locataire, c'est 3 locataires sur 100. Donc déjà, au niveau des probabilités, c'est très réduit. Et à l'intérieur de ces 3 locataires sur 100, je peux vous le dire, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu dans le patrimoine des personnes que j'ai accompagnées, 90% du temps, c'est le propriétaire qui est lui-même responsable. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, soit il n'a pas mis un logement de qualité en place et du coup il a choisi des locataires de second choix. Pourquoi? Parce que forcément, si vous ne mettez pas des matériaux de qualité, si vous ne mettez pas à disposition un logement qui donne envie, vous n'attirerez pas les bons profils. Deuxième raison, sur la communication. Combien de fois j'ai rencontré des propriétaires où le locataire, c'était uniquement, entre guillemets, un larbin qui était là pour payer le loyer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On est dans une relation humain à humain. Vous lui apportez un service en lui donnant un logement de qualité qu'il n'aurait pas pu acheter. Et de l'autre côté, lui vous remercie en vous donnant une compensation financière. Et à partir du moment où on a compris ça, eh bien on fait des très belles choses. Et le troisième point qui amène souvent, eh bien justement, une mésentente entre le locataire et le propriétaire, c'est tout simplement le propriétaire qui n'est pas à l'écoute de son locataire si jamais ce dernier a un besoin. Typiquement, le locataire lui réclame une quittance et on met 3 semaines pour lui envoyer. Le locataire nous appelle parce qu'il a un souci dans le logement et on ne l'écoute pas ou on ne lui apporte pas la solution dans les meilleurs délais. Ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que l'investissement immobilier, c'est vraiment à voir comme une action entrepreneuriale où on va mettre en place quelque chose pour apporter de la valeur à quelqu'un et en échange récupérer de l'argent. Et quand on a compris ça et qu'on se positionne dans une position gagnant-gagnant et qu'on se dit si j'étais à la place du locataire, comment j'aimerais qu'on me parle, eh bien finalement ça se passe très bien. Et je peux vous donner l'exemple, aujourd'hui dans mon patrimoine immobilier, je n'ai jamais connu de situation d'impayé, je n'ai jamais connu de situation de dégradation et pourtant je n'ai pas qu'un seul locataire. 9e erreur que je retrouve très souvent dans le patrimoine des personnes. Alors, il y en a une qui ne pourra plus faire de bobo puisqu'elle n'existe plus, elle s'est arrêtée au 31 décembre 2024, mais pour autant, il en existe encore d'autres. Je parle bien évidemment des lois défiscalisantes. Combien de personnes j'ai rencontrées qui malheureusement dans leur patrimoine sont tombées sur l'appel des sirènes en investissant sur un Pinel, en investissant sur un monument historique, en investissant sur une loi de Normandie, en se disant « j'investis pour avoir une économie d'impôt ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas diaboliser ces exemples de dispositifs de défiscalisation, mais à condition d'avoir bien lu entre les lignes. C'est-à-dire que je rencontre malheureusement trop de personnes qui ont investi juste pour se dire « c'est génial, si j'investis à cet endroit-là, je vais avoir une économie d'impôt et donc je vais baisser la base imposable que j'ai sur mon salaire ». Oui, sauf que si aujourd'hui on nous vend un bien immobilier qui est surévalué ou un bien immobilier qui est situé dans une zone géographique qui sera difficile à revendre ou tout simplement qu'on nous donne un effort d'épargne qui finalement est quasiment similaire à ce qu'on fait avec nos impôts, ces investissements-là n'ont pas de valeur. Et malheureusement aujourd'hui, sur 10 investissements immobiliers qui sont corrélés à une économie fiscale, eh bien, je me rends compte que 9 sur 10 ne sont pas rentables pour l'investisseur. Et combien je vois de personnes qui, malheureusement, avec regret, ont acheté des biens qui étaient neufs,
qui leur ont été vendus 40, 50, 60% au-dessus du prix auquel il sera revendu dans 10 ans. Et au final, quand on prend l'économie d'impôt qui a été reçue, les gains ne sont pas là à l'arrivée. Donc là-dessus, soyez vraiment très 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 vigilants. Ce n'est pas forcément mauvais d'avoir recours à une solution défiscalisante, mais à condition d'avoir bien vérifié que le bien répond bien aux indicateurs de rentabilité attendus sur le marché, faire bien attention au coût global du projet versus sa valeur de revente à la fin du dispositif fiscal, et derrière, s'assurer que l'effort d'épargne qu'on va faire, s'il y en a un, est cohérent. Huitième erreur, je vais m'adresser cette fois-ci aux personnes qui ont eu la volonté d'investir sur ce qu'on appelle de la pierre papier. La pierre papier, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le fait d'investir dans l'immobilier sans posséder la pierre soi-même. Typiquement, ça va se faire au travers des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Et là, dernièrement, on le voit, il y a un boom depuis 2 ans sur également les sociétés de crowdfunding. Ce principe, c'est quoi? C'est le fait, tout simplement de prendre part pour les SCPI à des parts, justement, d'une société civile qui dispose de nombreux biens immobiliers et qui, en échange des parts qu'on va lui donner, va nous donner un rendement et nous assurer, entre guillemets, un loyer. De l'autre côté, pour les sociétés de crowdfunding, c'est un petit peu différent. Là, cette fois-ci, en général, on participe sur un seul projet et une fois que ce projet il est clôturé, les gains sont partagés et nous sont rétribués au prorata de nos parts. Le problème, c'est que malheureusement, je rencontre trop souvent des personnes qui se sont basées uniquement sur la rentabilité qui allait être donnée à la fin, sans prendre en compte que un projet de crowdfunding peut prendre du retard et que forcément, si le projet est délivré plus longtemps dans le temps, il y aura plus de coûts, donc la rentabilité sera baissée. De l'autre côté, sur les SCPI, j'ai trop de personnes qui se sont basées une nouvelle fois uniquement sur le rendement et qui malheureusement, n'ont pas tenu compte du fait que à l'intérieur même de la SCPI, il y avait des biens qui pouvaient être moins sexy que d'autres et qui forcément, en cas de changement de locataire, amèneraient des turnovers un peu plus grands ou en termes d'évolution au niveau de la conjoncture, des biens moins sexy à revendre. Typiquement, je pense aux SCPI qui aujourd'hui ont énormément de bureaux à l'intérieur de leur portefeuille, alors qu'aujourd'hui, on le sait, les bureaux, malheureusement, ça n'attire plus, ça perd de plus en plus de valeur à cause du télétravail qui s'est fortement développé. Et aujourd'hui, j'ai des personnes que j'ai eues en accompagnement qui ont perdu 30, 40% de la valeur nominale de base de leurs actions en SCPI, tout simplement parce que ces SCPI possèdent des bureaux qu'elles n'arrivent plus à louer, qu'elles n'arrivent pas à revendre, et qui sont dans des situations géographiques où les plans locaux d'urbanisme les contraignent pour les transformer en habitation. Et à partir de là, c'est bien souvent échec et mat. Donc là-dessus, pareil, une nouvelle fois, ce n'est pas mauvais d'aller investir sur la SCPI ou de faire du crowdfunding, mais soyez bien vigilants à ce qui se trouve à l'intérieur de ce qu'on vous propose. Et seulement à partir du moment où vous dites « j'ai compris », l'investissement et moi-même j'y crois 100%, à partir de là, on peut y aller. Également, petite note supplémentaire, s'il vous plaît, ne faites pas ces achats de SCPI ou de crowdfunding via un crédit immobilier ou via un crédit consommation, puisque à partir de là, bien souvent, comme le rendement que vous êtes donné est assez faible, finalement, vous allez vous retrouver dans une situation où les intérêts que vous allez payer sur votre crédit, vont être quasiment similaires aux gains que vous allez ressortir, ce qui fait qu'au final, vous n'avez pas gagné d'argent, c'est juste la banque qui a été enrichie. Donc là-dessus, petite vigilance sur ce type d'achat, toujours le faire comptant et avec de l'argent dont on n'a pas besoin, entre guillemets, puisqu'on est sur des placements à moyen long terme. Septième erreur, et cette fois-ci on rentre dans le concret, on rentre sur les biens immobiliers physiques, les biens que l'on possède. Septième erreur que je revois très souvent et qui en a mis plus d'un dans l'embarras, c'est le fait de ne pas revisiter avant de signer l'acte authentique. En effet, lorsqu'on achète un bien immobilier, l'acquisition va se faire en 2 parties. Première partie, on va signer le compromis. Deuxième partie, on va signer l'acte authentique et récupérer les clés du bien immobilier. Le problème qui se passe, c'est que à partir du moment où vous récupérez les clés du bien immobilier, c'est vous qui devenez responsable de ce bien. Le problème, c'est que si vous n'avez pas refait la visite avant, comme elle est préconisée le jour même ou dans les 24 heures précédentes, et qu'au moment où vous récupérez les clés, que vous avez signé chez le notaire, et donc que le transfert de propriété a eu lieu sur votre personne, et que vous découvrez un sinistre, vous découvrez un squat, vous découvrez une fenêtre cassée, vous découvrez une cuisine qui était censée être là, qui est plus là, malheureusement, vous ne pouvez pas ni vous retourner contre le vendeur, ni faire fonctionner les assurances. Et c'est pour ça que c'est indispensable de toujours revisiter les lieux avant de signer. Je vous donne encore l'exemple avec une personne que j'accompagne en ce moment sur la mise en place de son projet immobilier. Typiquement, on a rencontré un dégât des eaux juste avant de réitérer la signature de l'acte authentique.
Montant des dégâts, 15 000 euros. Eh bien, je peux vous dire que si il avait signé sans revisiter, ça aurait été dramatique et il aurait perdu 15 000 euros dès le premier jour. Donc là-dessus, soyez toujours très vigilants. Sixième erreur que je retrouve très souvent, et cette fois-ci, je m'adresse aux personnes qui sont en couple ou qui veulent investir en association, c'est le fait d'investir ensemble en indivision. Qu'est-ce que ça veut dire en indivision? Ça veut dire investir tout simplement en nom propre, c'est-à-dire directement monsieur, madame, 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 et non pas au travers d'une société civile immobilière. La problématique qui se passe au travers de l'indivision, eh bien, c'est que vous êtes responsable à hauteur de la totalité de l'investissement et ça pose des grosses problématiques quand malheureusement, eh bien, on a un imprévu sur notre investissement ou que tout simplement on veut se séparer. Ça peut être le cas de divorce pour les couples, ça peut être le cas de rupture entre guillemets amicale ou entre collègues pour les personnes qui l'ont fait ensemble. Et là, c'est souvent très problématique parce que quelqu'un qui investit en indivision, eh bien, s'il veut vendre le bien et que l'autre associé veut le vendre aussi, c'est super, c'est réglé. Mais s'il y en a un des deux qui veut le conserver, 90% du temps, c'est ce que je constate, c'est le cas, et bien là, c'est très problématique. Parce qu'en général, si on a fait un investissement en association, c'est qu'on n'était pas capable de porter le projet tout seul. Et le problème qui va se passer, c'est qu'à partir de là, on va être dans une situation où, au moment où on va vouloir conserver le bien, la banque va nous demander de refinancer la totalité de l'opération. Le problème, c'est que si on n'est pas capable de la supporter toute seule sur nos épaules, c'est échec et mat, et il ne nous reste plus qu'à accepter de devoir vendre le projet. À l'inverse, si l'achat avait été fait en société civile immobilière, que ce soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, cette fois-ci, comme on est protégé par une société, on n'est pas soumis au régime de l'indivision. On est responsable à la hauteur de nos parts et surtout la valorisation de la société est différente. Typiquement, dans l'exemple d'une société à l'impôt sur les sociétés, j'ai un bien immobilier qui vaut 100 000, ma SCI en face elle a encore 90 000 de crédit, je n'ai pas besoin de refinancer les 100 000. J'ai juste besoin de refinancer les 10 000 euros. Et donc, à partir de là, je suis à 50-50. Hop, je donne 5 000 euros à mon associé sortant. C'est réglé. Il a récupéré son investissement et ses gains s'il y en avait. Et de l'autre côté, moi, j'ai pu poursuivre l'investissement. Pareil, très important, je l'ai déjà vu. Demain, malheureusement, j'ai mon associé à qui il arrive une tuile dans sa vie personnelle. Cet associé se retrouve à être Banque de France ou de faire face à des difficultés financières. Je me retrouve également impacté parce que je suis relié à lui par le régime de l'indivision. À l'inverse, je suis protégé parce que je suis dans ma coquille en société et bien tout simplement, je ne peux pas être impacté par sa situation financière. Je reste responsable à la hauteur de mes parts. Exemple également supplémentaire, je suis dans une situation où à la base, moi et mon associé, on est célibataires. Demain, que ça soit moi ou lui, on vient à se mettre en couple et à se marier. Régime de l'indivision, si mon associé ou moi-même on est sur la communauté des biens, hop, la pièce rapportée devient également automatiquement inclus dans le projet immobilier. À l'inverse, si on est en société civile immobilière ou en tout autre type de société, il est très facile de mettre en place ce qu'on appelle un pacte d'associés qui va venir définir que si demain, eh bien tout simplement on a une pièce supplémentaire qui vient se rattacher à nous, eh bien tout simplement, elle n'est pas inclue dans le projet immobilier et que pareil, si jamais notre associé demain vient à décéder, eh bien ce n'est pas cette personne qui récupérera automatiquement les parts, on aura un droit de priorité pour décider si oui ou non on veut les récupérer ou rentrer en association avec cette personne. Donc là-dessus, vraiment très 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 important, quand on investit en association, que ça soit à 50-50 ou peu importe la répartition des parts, on ne le fait pas en nom propre, on le fait au travers d'une société et on choisit la bonne société parce qu'aujourd'hui, il en existe plusieurs et c'est pour ça que je dis toujours, chaque stratégie doit se faire sur mesure en fonction de qui nous sommes et du projet qu'on est en train d'acheter. Et là-dessus, je suis là pour vous aider si vous en avez le besoin. Cinquième erreur que je retrouve très souvent, et là-dessus, quand même le dire l'État, nul n'est censé ignorer la loi, et pourtant, malgré le fait que ça soit répété par les notaires, malgré le fait que ça soit écrit noir sur blanc dans les règles du jeu sur impôts.gouv, beaucoup de propriétaires soit ne le savent pas, soit prennent le risque. C'est l'erreur, tout simplement, d'exploiter un bien qui va avoir plusieurs locataires à l'intérieur. Et je ne parle pas de colocation, je parle bien de plusieurs logements individuels avec sa propre pièce de vie, sa propre salle de bain, sa propre cuisine, bref, un logement à part entière. Et bien tout simplement, c'est le fait d'exploiter des immeubles de rapport avec un seul compteur électrique ou pas assez de compteurs électriques pour l'ensemble des logements. En effet, il faut le savoir, la loi est très claire là-dessus. Il est strictement interdit de refacturer de l'électricité et chaque logement doit avoir son propre compteur individuel.
Pareil, beaucoup de personnes me l'ont déjà dit, mais ça également, ce n'est pas possible. C'est le fait de dire, c'est pas grave, moi je vais pas refacturer l'électricité, je vais juste mettre mon loyer beaucoup plus haut et à partir de là, je serai tranquille. Eh bien non, là-dessus, deux dangers. La première, en cas de contrôle fiscal, il faut savoir que si l'État vient justifier et apporter la preuve que le loyer est surévalué comparé au prix du marché, on peut être requalifié là-dessus pour abus de position sur le locataire. De l'autre côté, pareil, là où c'est extrêmement dangereux, c'est que si on se dit, de toute façon, mon loyer, je l'aurais mis à X, derrière, j'estime que l'électricité, ça va me coûter à peu près 100 € par mois, eh bien, je vais le mettre à X plus 100, et ni vu ni connu. Eh bien non, là-dessus, c'est extrêmement dangereux, parce que si demain, je me retrouve face à un locataire, et c'est bien souvent comme ça, quand il paye pas l'électricité, on le voit dans les colocations, ou dans les locations courte durée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben ça va être Versailles. Et on va se retrouver avec un locataire qui va les allumer alors qu'il n'en avait pas forcément besoin. Et là, on va se retrouver dans une situation où la facture, elle sera pas de 100, elle sera peut-être de 300 et on ne pourra rien faire. Donc là-dessus, très 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 important, quand on achète un bien immobilier, c'est un compteur pour les communs et un compteur par appartement. Et de l'autre côté, pareil, très important, il ne faut jamais oublier que si jamais on achète un bien qui n'a qu'un seul compteur et qu'on veut installer les autres compteurs, c'est obligatoire de faire valider cette démarche par le service d'urbanisme de la mairie de la ville dans laquelle se situe le bien et de respecter les contraintes du plan local d'urbanisme. Certains plans locaux d'urbanisme vont imposer une place de parking par logement supplémentaire, c'est-à-dire par logement on va ramener un compteur. D'autres vont dire non, si par exemple ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, on accepte en l'état, il y a juste à régulariser en signant un document. Et de l'autre, certains vont dire à partir du moment où on approuve votre demande, il n'y a pas de compensation financière, il n'y a pas besoin de place de parking. Donc là-dessus vraiment c'est sur mesure et je vous invite toujours dans ces situations-là à vous rapprocher de la mairie et à faire les choses avec eux main dans la main. On arrive maintenant au top 4. Quatrième erreur que je retrouve extrêmement souvent. Cette quatrième erreur que je retrouve souvent, et vous le voyez, plus on avance, plus les graduations sont fortes. Quatrième erreur que je retrouve très souvent, c'est celle de ne pas penser à la valeur de revente. Et ça, là-dessus, c'est incroyable, mais combien je peux accompagner de personnes qui investissent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui n'ont jamais pensé à la valeur de revente de leur bien. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un bien, ils se sont dit « Ok, super, j'ai une belle rentabilité, ça convient à ce que je veux. Hop, je le mets en place, je l'achète. » Le problème qui se passe, c'est que malheureusement, on peut se retrouver des fois dans des situations où on a des très belles rentabilités, sauf que malheureusement, en fait, en termes de valeur de revente, on est dans une situation où le projet nous a coûté à mettre en place beaucoup plus cher que ce qu'il valait à la revente. Et donc là, c'est souvent problématique parce que au moment où on va faire justement les comptes et qu'on va se dire ça y est, c'est venu le moment de revendre le logement que j'ai acquis, eh bien là ça peut être la douche froide en fait. Et combien j'ai de personnes qui des fois se retrouvent avec des biens qui leur ont apporté une certaine rentabilité, où ils se sont dit c'est bien, tout est à l'équilibre, ça se paye tous les mois, etc. Et malheureusement, quand ils ont tenu compte du contexte immobilier dans lequel se situait leur bien, ils se sont rendus compte que malheureusement, le projet leur va coûter 10, 20, 30, 40, 50 000 € au-dessus. Donc là-dessus, il faut toujours être vigilant à ce que notre bien immobilier, oui, apporte une certaine rentabilité, mais surtout que le coût global du projet soit bien égal à la valeur de revente. Et là-dessus, c'est là où j'en profite pour faire un parallèle sur un point, c'est que n'oubliez pas une chose, c'est que si jamais vous êtes dans cette situation, il n'y a rien de dramatique. Pourquoi ? Parce que je le dis toujours dans l'immobilier, et vous voyez, c'est exactement le discours que je tenais à un propriétaire hier sur lequel j'étais en train de faire une offre sur son bien immobilier et qui ne veut pas entendre mes arguments. Ce propriétaire me dit quoi ? Il me dit « Ok, je suis conscient que le bien il vaut 200 000, mais moi, à l'époque, avec les travaux et les frais notaires, il m'a coûté 260. Donc en fait, aujourd'hui, j'en veux 260. Sauf qu'en fait, ce que j'essaie de lui expliquer, et c'est ce que je veux que vous entendiez, c'est qu'en fait, il perd pas 60 000 €. Parce que à l'époque, quand il a acheté le bien il y a 15 ans, il a mis 20 000 € d'apport sur la table. Et aujourd'hui, le bien, il est payé et il va récupérer, après impôt et plus-value, il va récupérer 170 000 € dans sa poche. Moi, je vois pas quelqu'un qui a pas eu 60 000 €. Je vois quelqu'un qui a mis 20 000 à l'entrée et qui, 15 ans plus tard, récupère 170 000. Donc là-dessus, c'est une erreur qui, sur le papier, est assez grave parce que c'est bêtement avoir perdu de l'argent alors qu'on aurait pu vérifier cette donnée au début, à l'achat. Mais là où on peut inverser la chose, c'est dites-vous toujours, c'est pas combien ça m'a coûté versus combien j'ai revendu, c'est combien j'ai mis d'apport à la base, plus éventuellement au pot pour entretenir le projet au fur et à mesure de sa durée de vie, versus combien je récupère à la fin. On arrive maintenant dans le top 3, vous allez le voir, ces 3 erreurs, c'est les plus graves, et pourtant, qu'est-ce que je les rencontre fréquemment ?
La troisième erreur, celle qui est sur le bas du podium, c'est celle d'investir sans penser à la liquidité du marché. Et vous voyez, celle-ci, elle est encore plus grave que d'avoir acheté un bien surévalué. Celle-ci, elle est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que on parle du fait de est-ce que je vais réussir à revendre mon bien immobilier? Et là-dessus, j'ai eu l'occasion d'avoir cette conversation avec un investisseur pas plus tard que la semaine dernière, que j'accompagne sur sa stratégie d'investissement. Il m'appelle parce qu'il avait identifié un bien qui pour lui était mais vraiment incroyable. Il avait une rentabilité qui était folle. Il avait justement un bien qui était 100% loué. Donc là-dessus, c'était canon. Et où l'opportunité de l'investissement se ressortait sur le fait qu'avec le temps, il allait pouvoir réévaluer les loyers et aller chercher une rentabilité qui était phénoménale par rapport à ce qu'on trouvait en moyenne sur le marché dans lequel il voulait investir. Le problème, c'est qu'il était situé dans une zone à prédominance sociale, même très fortement sociale, puisque ça faisait partie, il y a encore quelques années, de la ville la plus pauvre de France. Et le problème, c'est que malgré une bonne rentabilité, malgré un excédent financier tous les mois, malgré une part significative de capital qui allait être remboursée tous les mois, le problème, c'est que quand vous êtes dans ce type de commune avec un projet qui dépasse le demi-million d'euros, la probabilité de le revendre en faisant ça, elle est extrêmement faible. Et en fait, on a regardé les historiques de vente sur les 5 dernières années et on s'est rendu compte en fait que dans cette ville-là, il n'y avait qu'un seul bien qui s'était vendu au-dessus de 300 000 euros. Donc, à partir de là, quand vous êtes dans cette situation-là, dites-vous toujours, est-ce que mon projet immobilier, au-delà du fait qu'il soit rentable, il va être liquide? Pareil, je vous donne un deuxième exemple avec une proposition de bien immobilier qu'on m'a envoyée il y a 2 jours. Ok, une maison avec un local commercial qu'on peut transformer en appartement, super belle rentabilité, prix extrêmement correct. Le problème, c'est que vous êtes en premier rang de la voie de chemin de fer. Combien de personnes vont accepter de racheter demain un ensemble immobilier où, au fond de votre jardin, vous avez le train qui passe et que vous avez un train qui passe toutes les 10 minutes? Pareil, probabilité de liquidité extrêmement faible et malgré une très bonne rentabilité, malgré des très bons gains qui étaient possibles pendant la phase d'exploitation, moi je pars du principe que la plus grande richesse dans l'immobilier, c'est le jour où on revend son bien et qu'on récupère le capital qui a été amorti au travers du remboursement du crédit. Et donc là-dessus, soyez toujours vigilants à la bonne liquidité de votre investissement. Il n'y a pas que la renta qui compte parce qu'à un moment, vous aurez besoin de vendre ce bien pour récupérer l'argent que vous avez gagné ou tout simplement pour réarbitrer, pour investir sur plus gros. Et si à ce moment-là, vous avez des problématiques de liquidité, c'est un petit peu échec et mat ou le fait de devoir sacrifier son prix de vente et là, du coup, de baisser en rentabilité et de perdre de l'argent. Deuxième erreur que je retrouve le plus souvent, c'est celle d'investir avec le mauvais régime fiscal. Si vous suivez régulièrement la chaîne YouTube, vous l'avez vu, j'en ai parlé lorsque j'ai sorti fin février la vidéo sur la mise à jour des règles du jeu fiscal pour l'année 2025, où justement, j'expliquais à l'intérieur de cette vidéo que beaucoup de personnes ont pendant des années investi sur le LMNP parce que c'était le produit miracle et qu'aujourd'hui, ils criaient à la fin de l'immobilier à cause de la réforme sur le LMNP. Et dans cette vidéo, je montrais l'exemple que, en fait, j'avais une autre solution fiscale pour le même projet immobilier, pour la même personne, qui de base aurait rapporté plus d'argent que finalement le LMNP dans son époque glorieuse. Et là-dessus, c'est vraiment une erreur que je revois très souvent. Dites-vous qu'en France, il existe 13 régimes fiscaux différents et il est indispensable de les maîtriser avant d'investir dans l'immobilier pour être sûr de choisir le régime fiscal qui s'adapte à notre situation personnelle à l'instant T, mais tel qu'on l'imagine dans 5 à 10 ans, qui s'adapte au projet immobilier qu'on veut acheter en lui-même, parce que tous les régimes fiscaux ne sont pas compatibles avec tous les types d'exploitation, et derrière, en troisième, et ça c'est très très important, tout simplement parce qu'il n'existe pas le régime fiscal et le mode d'exploitation miracle. Aujourd'hui, un bon investissement, c'est un investissement qui est fait sur mesure en fonction de notre situation et de nos objectifs. On arrive maintenant sur le podium, le grand gagnant, l'erreur que je retrouve le plus et qui est l'erreur la plus dramatique, tout simplement, c'est celle de ne pas investir. En effet, combien je reçois de sollicitations toutes les semaines de personnes qui me disent « Voilà, je regarde régulièrement vos vidéos YouTube. Voilà, je suis recommandé par telle ou telle personne que vous avez accompagnée. Mais j'ai peur. Je ne veux pas y aller. J'ai ça comme idée en tête et j'ai besoin que vous me rassuriez. » Et le problème, c'est que même en les rassurant, 90% du temps, j'ai passé une demi-heure en visio, j'ai passé une demi-heure en téléphone et malheureusement, cette personne ne passera pas à l'action. Pourquoi cette personne, elle passera pas à l'action? Parce qu'il y a une chose fondamentale qu'elle n'a pas compris, c'est que l'investissement immobilier tient sa réussite dans le fait de passer à l'action et tout simplement d'aller toquer à la banque, de dire voilà, monsieur le banquier, moi je vous donne 10,
vous allez me prêter 100, de mettre en place le projet immobilier qui correspond à la somme qu'on nous a prêtée et de se dire qu'aujourd'hui, le rendement qu'on va récupérer, eh bien, il ne sera plus sur notre apport, comme quand on fait un placement classique sur un livret où j'ai 10, mon rendement il est sur 10. Non, là, mon rendement, il sera sur la somme globale qu'on m'a prêtée. Donc l'enrichissement sera beaucoup plus fort. Par contre, en parallèle, la contrainte, c'est que je vais devoir mener une mini-action entrepreneuriale en identifiant un bien immobilier à acheter, en gérant la mise en valeur de ce bien et par la suite en gérant des locataires. Et donc à partir de là, si ce côté management et mini-action entrepreneuriale n'est pas pour moi, l'investissement locatif, il ne faut pas que je le fasse. Par contre, si j'ai cette intelligence de comprendre que tout ça c'est fait pour moi ou que si ce n'est pas fait pour moi, il y a des gens comme moi qui peuvent vous accompagner et vous permettre de mettre tout ça en place avec sérénité et en étant tenu par la main, mais c'est là où vous allez pouvoir faire de très belles choses et gagner beaucoup d'argent puisque aujourd'hui, pour gagner de l'argent, eh bien, il suffit tout simplement de décider de passer à l'action. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que comme d'habitude, elle vous a apporté énormément de valeur. Avant de partir, pour ceux qui ne le sont pas, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez besoin que je vous accompagne sur la mise en place de vos projets immobiliers ou tout simplement une prise de hauteur sur la stratégie d'investissement que vous devez mettre en place pour faire le meilleur projet immobilier, je suis là pour vous aider et vous avez dans la description toutes mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous gratuitement en autonomie. Je vous dis à très bientôt et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons investissements. Ciao!